C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau du Journal de l'économie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Assemblée générale annuelle de la Banque africaine de développement, les assises ont démarré mardi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Fin de la grève des distributeurs de carburant au Nigeria, les grandes entreprises et principaux syndicats du secteur ont trouvé un terrain d'entente. Enfin, visite de la présidente brésilienne au Mexique, Dilma Rousseff et Enrique Peña Nieto espèrent doubler leurs échanges commerciaux. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement ont donc démarré mardi à Abidjan en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture était placée sous le parrainage du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs chefs d'État africains. Le principal point à l'ordre du jour, c'est bien sûr l'élection du remplaçant du président sortant de la BAD, Donald Kaberuka. Ce dernier se dit fier de son bilan après une décennie passée à la tête de l'institution. Voilà, je vous invite à suivre un extrait de la déclaration de Donald Kaberuka, le président sortant de la Banque africaine de développement. C'était donc à l'ouverture de ces assemblées annuelles de la BAD. En prenant mes fonctions, j'ai conclu qu'il y avait des chantiers urgents. Il fallait donner un gros coup de pouce aux infrastructures avec l'aide du secteur privé et l'intégration économique qui d'ailleurs était la raison d'être pour la création de cette banque. Aujourd'hui, la banque est devenue un acteur majeur dans le secteur privé financier africain, dirigeant des transactions importantes et fournissant du confort aux investisseurs. Il faut dire que beaucoup de défis attendent le prochain président de la Banque africaine de développement. Ce dernier, qui aura un mandat de 5 ans, sera choisi ce jeudi donc, parmi les 8 candidats en lice. Mais qui sont ces 8 candidats? Je vous invite à les découvrir dans ce reportage. Ils sont au nombre de 8 les prétendants au poste de président de la Banque africaine de développement. Parmi eux, le ministre de l'Agriculture du gouvernement sortant du Nigeria, à 55 ans, Akinwumi Adesina, représente un pays considéré comme la nouvelle locomotive économique du continent africain. Ceci peut jouer en sa faveur, mais aussi contre lui. Réponse ce jeudi. Autre candidat en lice, Soufiane Ahmed, le ministre des Finances d'Éthiopie. Ce pur produit du système éducatif éthiopien est la cheville ouvrière des politiques de développement qui ont permis à l'Éthiopie de se hisser à la 5e place des économies subsahariennes. Soufiane Ahmed dispose d'une bonne connaissance de la BAD, car étant membre de son conseil d'administration. Troisième candidat en lice, Jalou Layed, qui porte les couleurs du Maghreb en général et de la Tunisie en particulier. Économiste de formation et banquier de carrière, Jalou Layed a exercé dans le secteur privé et fut ministre des Finances. L'intégration économique de l'Afrique, la promotion des PME, la réforme du système financier et la mobilisation des marchés des capitaux sont les principaux points de son programme pour le continent. Quatrième candidat en lice, Bedoumbara Kordje, le ministre des Finances du Tchad, fort d'une expérience de 30 ans au sein de la BAD. Cet ingénieur télécom formé en France se présente comme un architecte de la modernisation de son pays. Le 5e candidat en lice, Birama Boubacar Sidibé, 62 ans, cet expert malien des questions de développement, formé en France, a travaillé de 1983 à 2006 à la BAD. Après avoir été directeur général de Shelter Afrique entre 2006 et 2009, Birama Boubacar Sidibé fut vice-président chargé des opérations de la Banque islamique de développement de 2009 à 2015. Il bénéficierait du soutien de 11 pays sur 29, soit le plus grand nombre de parrainages pour ce poste. 6e candidat en lice, Samoura Kamara, le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, dont il a aussi dirigé les finances. Ancien gouverneur de la Banque centrale sierra-léonaise, Samoura Kamara, qui a aussi travaillé pour le Fonds monétaire international, se dit être un anglophone qui comprend les préoccupations de l'Afrique francophone. À juste titre,
il a entrepris d'apprendre le français. 7e candidat en lice, le Zimbabwéen Thomas Zondo Sakala, qui porte la candidature de toute la communauté de développement d'Afrique australe. Il travailla jusqu'en octobre, date de son départ à la retraite pour la BAD, mais Thomas Zondo Sakala pourrait faire les frais de la perception par les pays occidentaux du Zimbabwe et de son président Robert Mugabe, critiqué pour ses violations des droits de l'homme, ce qui pourrait jouer donc en faveur de la seule femme candidate à ce poste de président de la Banque africaine de développement. Il s'agit de Cristina Duarte, la ministre capverdienne des Finances et de la Planification. Cette femme de conviction formée au Portugal et aux États-Unis et qui a aussi une expérience dans le secteur privé entend faire définitivement de la BAD un catalyseur de la transformation structurelle des économies africaines. Si elle était élue, Cristina Duarte sera la première femme et le premier citoyen d'un pays lusophone à diriger la Banque africaine de développement. Rendez-vous ce jeudi pour le verdict. Direction maintenant le Nigeria. Les grandes entreprises de distribution de carburant et les principaux syndicats du secteur ont trouvé un terrain d'entente. Ce consensus vient ainsi mettre fin à la grève qui a duré plusieurs semaines et qui paralysait la première économie d'Afrique. La crise du carburant touche visiblement à sa fin. Les distributeurs du carburant mettent fin au mouvement de grève entamé il y a de cela plusieurs semaines pour réclamer au gouvernement le paiement de leurs dus s'élevant à 200 milliards de naira. Les grandes entreprises de distribution de carburant avaient peur que si elles ne reçoivent pas tout leur argent, le nouveau gouvernement n'allait pas honorer son engagement. Donc ils voulaient extraire autant d'argent que possible avant que Buhari n'entre en jeu. Le mouvement de la grève a engendré la fermeture de toutes les stations-service au Nigeria, entraînant de véritables répercussions sur les activités socio-économiques du pays. Le pays étant sujet aux pannes d'électricité fréquentes, certaines sociétés ont dû mettre temporairement la clé sous la porte en raison de la pénurie du diesel. Depuis le début de la crise, le Nigeria, qui extrait à son habitude 2 millions de barils de pétrole par jour, est obligé d'importer du carburant par manque de raffinerie en activité. La présidente brésilienne Dilma Rousseff, en visite officielle à Mexico, a été reçue mardi par son homologue mexicain Enrique Peña Nieto. Au cours de cette visite, Dilma Rousseff et son homologue mexicain ont signé plusieurs accords afin de renforcer et de doubler leurs échanges commerciaux. Nous espérons augmenter et doubler le niveau déjà important d'échanges commerciaux entre nos deux nations. Passer de 9 200 millions de dollars que nous faisons aujourd'hui à éventuellement le double dans 10 ans. Nous avons aussi signé un accord pour la reconnaissance de la tequila et de la cachaça comme produits distincts du Mexique et du Brésil. Nous avons franchi une étape importante en signant aujourd'hui un accord de coopération et de facilité d'investissement entre le Brésil et le Mexique. En effet, c'est le premier accord de coopération dans le domaine de l'investissement que le Brésil signe sur ce continent. Je propose, Monsieur le Président, que nous joignons nos efforts et nos verres avec de la tequila et de la cachaça, qui devraient devenir les symboles de notre relation étroite, Mexique et Brésil, Brésil et Mexique. Une petite transition maintenant et nous allons passer à notre débat du jour. Loi de finances 2015. L'obligation de pose d'enseignes commerciales au Bénin, c'est le thème de notre débat du jour, un débat que nous allons développer avec mon confrère Kazmi Pédio, qu'on ne présente plus sur ce plateau. Kazmi, bonjour. Bonjour Inès. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Alors, en quoi l'obligation de pose d'enseignes commerciales faite par la loi des finances gestion 2015 au Bénin gêne-t-elle les opérateurs économiques? Il faut dire que ça gêne sur deux points. Le premier point, c'est que
toutes les activités exercées dans un pays comme le Bénin ne relèvent pas forcément du commerce. Il y a des activités non commerciales, telles que par exemple la profession libérale. Et quand on parle de profession libérale, ça concerne l'éducation, ça concerne la police, ça concerne la sécurité, ça concerne bien d'autres domaines. Bien d'autres domaines. Donc ces activités forcément ne relèvent pas du commerce. Alors lorsque le gouvernement fait obligation, parce que avant, c'était sur le bon choix de l'opérateur économique qui pouvait poser son enseigne. Alors, du moment où la loi fait obligation désormais à toute personne physique et morale de poser son enseigne au niveau de son entreprise, alors ça pose un problème au niveau de ces activités non commerciales. Donc aujourd'hui, au Bénin, il est un peu difficile de pouvoir respecter cette disposition contenue dans la loi des finances 2015, notamment l'article 1018. Mais est-ce que cette décision ne vise pas à lutter contre les fraudes et aussi contre l'informel qui est vraiment galopante dans ce pays? Oui, cette loi devrait normalement, comme vous le dites ici bien, lutter contre la fraude et surtout l'informel. Mais on ne lutte pas contre ces deux fléaux-là du jour au lendemain. C'est des processus. Il va falloir, parce que lorsque vous prenez par exemple le secteur de l'informel, ça représente environ 95% de l'activité au Bénin. Donc il serait un peu difficile pour l'État pas une simple loi ou pas un article de pouvoir supprimer une activité qui a pris environ 50 années pour s'enraciner dans l'économie. Il serait un peu difficile pour l'État de pouvoir contrôler cela. Alors lorsque aujourd'hui, en voulant le faire, on ne tient pas compte des autres secteurs d'activité et qu'on mélange tout le monde dans le même panier commercial, ça pose un véritable problème. Et les opérateurs économiques ici, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ne sont pas des philanthropes. Et quand il y a des lois liberticides comme ça qui du coup frappent de plein fouet leurs activités et réagissent. Et que proposent justement ces opérateurs économiques? Alors, ces opérateurs économiques réunis au sein d'un certain nombre de regroupements à Cotonou ont décidé d'aller faire entendre leur voix au niveau de l'hémicycle. Donc, ils ont proposé d'abord, sur un premier plan, que soit adjoint à cette disposition-là l'enseigne commerciale ou une plaque professionnelle. Et déjà, ça règle le problème au niveau de ces activités. Alors plus tard, ils sont en train de voir avec le législateur comment faire pour ramener le secteur informel en douceur vers le formel. Et non d'être le gendarme et de taper du poing sur la table pour les contraindre forcément. Parce que le non-respect de cette disposition-là amène l'opérateur économique à payer une amende de 100 000 francs CFA, et si 30 jours après, il ne se mettait pas au pas et l'amende corsée passe à 200 000 francs CFA. Donc forcément, les opérateurs économiques ne sont pas du tout d'accord avec cette loi-là. Et vous estimez que le tir sera corrigé? Bon, ben, nous comptons sur la législature qui vient d'être installée parce que, bon, tous les viseurs désormais sont braqués vers Rumbedi et son équipe et ils verront bien comment ils vont faire pour quand même harmoniser cette Merci beaucoup, Kazmi Pedjo. Ce sera tout pour ce débat. Merci à vous. On vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre thème. C'est bien ça. Chers amis téléspectateurs, à vous, je donne également rendez-vous demain avec